Je pense qu'il est à peine besoin de vous présenter, Pascal Lamy. Le nombre de personnes ce matin prouve que vous savez déjà tout ce qu'il peut apporter à nos réflexions. Je veux juste souligner, puisqu'on va parler de relations internationales, l'importance de son expérience dans ce domaine. Rappeler que donc il a accompagné Jacques Delors à Bruxelles quand il était président de la Commission, ce qui l'a amené notamment à s'occuper des sommets européens et aussi des sommets autres du G7, qu'il a été commissaire au commerce, puis directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, énorme expérience. Je me garderai bien d'énumérer tout ce qu'il a fait en plus et tout ce qu'il a fait depuis, parce que ça n'arrête pas. Nous en parlions encore il y a un instant. Tout à l'heure, il va lancer la prochaine édition du Forum de Paris pour la paix, dont il prend la présidence. Je voudrais aussi souligner que Pascal est un ami du club depuis longtemps. La dernière fois qu'on avait eu l'occasion de l'écouter, il venait de sortir un livre qui s'appelle de mémoire « Quand la France s'éveillera », et où il était beaucoup question d'Europe, comme par hasard. Je me souviens notamment de cette idée forte que on ne pouvait plus trop vendre l'Europe aujourd'hui aux générations actuelles en continuant à leur parler de l'Europe qui préserve la paix après toutes les guerres qu'a connues l'Europe, qu'il fallait trouver autre chose, et que cette autre chose, c'est l'idée que nous partageons un continent où on est plus protecteur à l'égard des citoyens sans doute que dans d'autres parties du monde. Il me semble retrouver encore des échos de ce genre d'idées, par exemple dans une tribune récente du président de la République, mais c'est certainement un hasard. Donc Pascal est un ami du club. La raison qui fait qu'on a eu très envie de l'entendre à nouveau, c'est que à l'automne, quand les Américains sont sortis, comme on le craignait, de l'accord avec l'Iran, vous avez été plusieurs à vous manifester par des écrits sur le site du club, disons-le, indignés par les problèmes que ça posait à l'Europe, par le fait que, notamment, les entreprises européennes soient quasiment obligées de plier bagages en Iran, alors que les Européens, eux, ne sont pas sortis de cet accord. Et parallèlement, dans le cadre de notre Europe, vous étiez un petit groupe de 3-4 personnes, je crois, qui avaient écrit un papier sur ces problèmes d'extraterritorialité de la loi américaine, en posant la question de savoir dans quelle mesure il faut y répondre par une extraterritorialité de la loi européenne. Et voilà, c'est un peu après ça qu'on avait pris rendez-vous, donc ça sera un peu le point de départ de nos discussions, puis à partir de là, évidemment, on peut élargir à bien d'autres sujets. Je rappelle simplement que sur ce problème de l'évolution des relations entre l'Europe et les États-Unis, le club a été un peu précurseur. Enfin, il avait pressenti ce problème bien avant l'élection de Trump, et un groupe de travail présidé par Jacques Andréani avait travaillé sur ce sujet, dont certains d'entre vous se souviennent, dont Philippe Bois, qui est notre président, qui en faisait partie, si je me souviens bien. D'abord, merci de m'avoir réinvité sur un sujet qui est un peu plus étroit que celui que vous abordez généralement dans vos réunions, mais qui est intéressant parce que c'est une étude de cas très particulière, très spécifique, européenne et internationale. C'est effectivement, comme l'a dit Jean-Claude, ce sujet des sanctions américaines extraterritoriales
à un moment où la souveraineté est à la mode un peu partout, y compris en Europe. On est dans un moment où, de divers horizons, le discours européen s'oriente, se remplit de ce concept de souveraineté, ceci étant probablement une réaction à un monde qui ne va pas très bien, qui est beaucoup plus agité ou turbulent que par le passé, et à la réalisation, en tout cas par les politiques, que dans la relation difficile que les Européens, les citoyens des pays européens ont à l'Union européenne, il y a probablement le fait qu'il est apparu ces derniers temps un déficit de prise en compte des problèmes du monde et de leur impact sur la vie des Européens, un peu comme si les Européens reprochaient aux institutions européennes de s'être beaucoup occupés de l'intérieur, mais pas beaucoup de l'extérieur. Ce qui d'ailleurs se défend assez bien, parce que si on regarde les crises qui ont impacté, endommagé un certain nombre de tissus économiques et sociaux en Europe depuis 10 ans, toutes les crises majeures sont venues de l'extérieur. Qu'il s'agisse de la crise de 2008 avec son côté contamination financière, qu'il s'agisse des questions de migration. Et donc, au fond, il y a quelque chose de normal dans cette espèce d'appel à une Europe qui protège, puisque c'est avec ça que la souveraineté est connotée sur le plan psychologique, qui protège les Européens des conséquences d'un certain nombre de turbulences. Et évidemment, M. Trump, M. Poutine, M. Erdogan, le Brexit, sont au fond des incarnateurs de tout ça. Alors, sur cette affaire de sanctions américaines, je ne vais pas entrer dans trop de détails. Effectivement, comme l'a dit Jean-Claude Azera, on a publié à l'Institut Jacques Delors Paris-Berlin un papier en octobre qui a fait pas mal de bruit parce que c'était un peu la première fois qu'on rentrait sur ce terrain en regardant les choses à la fois sous l'angle politique, juridique, économique. Ce papier a eu pour effet de contribuer à catalyser une démarche européenne qui a abouti à la fin janvier à la création de cet Instex, sur lequel je reviendrai, qui est un véhicule financier spécial de chambre de compensation pour permettre de continuer à entretenir avec l'Iran des relations commerciales et d'investissement sans passer par le dollar. Depuis, donc, la boule a pris un petit peu de dimension. D'ailleurs, ce papier de l'Institut Jacques Delors Berlin a été repris par la Fondapol dans son édition annuelle de l'opinion européenne, ce qui prouve que tout ceci est fait de manière extrêmement œcuménique. Je ne rentre pas dans les définitions juridiques de ce qui caractérise des sanctions extraterritoriales comme celles que les Américains appliquent, disons simplement, et dans des termes que tout le monde comprend, qu'il s'agit pour les États-Unis d'attraper, où qu'ils soient, et dès lors qu'ils ont le moindre lien avec une présence ou une activité aux États-Unis, des individus ou des entités qui, dans le cas des sanctions Iran, continueraient à commercer avec l'Iran, alors que les États-Unis ont décrété que c'était contraire à la sécurité américaine. Il y a deux grands arguments américains derrière cette pratique, qui est unique dans le monde. Le premier, c'est que, puisque c'est interdit aux entreprises américaines, il faut que ce soit interdit à tout le monde pour des raisons de concurrence non faussée. C'est le premier argument. Et puis le deuxième, si le premier ne suffit pas, c'est tout simplement que la sécurité américaine est quelque chose qui l'emporte sur toute autre considération. Et par conséquent, les États-Unis s'estiment dans leurs droits en imposant de telles sanctions qui sont évidemment, et tout juriste le reconnaîtra, contraires au droit international qui lui-même reste basé sur la notion westphalienne de souveraineté
Et donc, M. Trump, qui, notamment dans ce fameux discours à l'Assemblée générale de l'ONU l'année dernière, a dit que la souveraineté, c'était l'essentiel. Il faut interpréter ça comme c'est l'essentiel pour lui, mais pas forcément pour les autres, dès lors que c'est essentiel pour lui. Ce n'est pas une affaire récente. Quand je suis devenu commissaire au commerce en 1999, mon prédécesseur, pourtant britannique et conservateur, avait provoqué une réaction assez forte. C'était la première de l'Europe à deux législations américaines de la fin des années 90, Helms-Burton et Kennedy d'Amato, qui portaient l'une sur déjà l'Iran, l'autre sur Cuba, et à l'époque, ce que les Européens avaient inventé pour signaler leur désaccord et mettre en place des contre-mesures, et ce qu'on a appelé à l'époque le Blocking Statute, qui est une législation européenne qui interdit aux entreprises européennes d'obtempérer à ce diktat américain, sauf dérogation qui est conférée, donnée par les pouvoirs publics européens. C'était à l'époque une réaction extrêmement nouvelle, à vrai dire totalement symbolique, puisqu'elle n'a jamais eu, hélas, de portée concrète, puisque les entreprises en question, dès lors qu'on leur interdisait de commercer avec l'Iran, ne le faisaient pas, non pas qu'elles aient le droit de ne pas le faire, elles ont l'obligation de ne pas le faire, mais si elles le font, ils sont sanctionnés, tandis que si elles ne le font pas, ils ne sont pas sanctionnés. Et donc dans ces cas-là, les comportements s'alignent sur la sanction la plus forte. Donc ça n'est pas une affaire ancienne, elle était un peu tombée dans l'oubli. Non pas que les Américains aient cessé, entre-temps, d'imposer des sanctions extraterritoriales, mais parce que, entre-temps, en gros, les Européens avaient établi un périmètre de sanctions non extraterritoriales, mais similaire à celui des États-Unis, qu'il s'agisse de l'Iran, qu'il s'agisse de la Russie, qu'il s'agisse de la Corée du Nord. Et donc aussi longtemps qu'au fond, la géographie de mesures américaines extraterritoriales que nous contestons. Le sujet est réapparu récemment, lorsque les Américains ont décidé de sortir de ce pacte avec l'Iran, dont l'objet que tout le monde connaît ici était d'échanger des engagements iraniens de sortie de leur programme militaire nucléaire contre une levée des sanctions dont ils étaient l'objet en raison de ce programme nucléaire militaire. Pour des raisons que je ne commenterai pas, M. Trump a décidé de sortir de ce pacte et donc de rétablir les sanctions qui avaient été levées lorsque les États-Unis d'Obama avaient rejoint ce pacte. D'où, pour la première fois depuis très longtemps, une discordance fondamentale, politique, entre les Américains et les Européens, cette affaire iranienne à la Trump et la plus grande fracture politique transatlantique depuis l'affaire de Suez, si on met de côté l'affaire irakienne, qui avait divisé les Européens entre eux face aux mesures américaines. Là, on est en face d'une situation absolument claire. Les Européens restent dans le pacte et donc doivent obéir aux engagements qu'ils ont pris de lever des sanctions. Les Américains sont de notre côté. Les sanctions américaines s'appliquent aux entreprises européennes. Ça n'est pas un sujet économique absolument gigantesque. C'est un sujet politique important, c'est un sujet juridique extrêmement complexe. Et une des raisons pour lesquelles nous, quelques-uns et quelques autres ailleurs, on considérait que cette fois-ci, ça méritait peut-être un peu plus de réflexion, c'est que les États-Unis sont présidés par un monsieur qui s'appelle M. Trump, et dont on sait qu'il a pris un certain nombre d'initiatives internationales
assez cocasse par moments, en tout cas disruptive pour la plupart d'entre elles. Et au fond, ce qui nous a mené, et nous ne sommes pas les seuls, les milieux d'affaires et les milieux politiques aussi ont commencé à gamberger un peu plus, c'est au fond la question de se dire, bon, on a un problème sur l'Iran, il faut qu'on règle ce problème, mais quid si M. Trump décidait, par exemple, de soumettre la Chine à un régime de sanctions de ce genre, au motif que la Chine, soit par son existence, soit par ses pratiques, soit par sa politique, est une menace pour la sécurité des États-Unis. Il est évident que dans ce cas, ce petit problème économique iranien prendrait une dimension tout à fait considérable. Et c'est notamment, par exemple, ce qui a conduit nos amis allemands, qui jusqu'à présent ne s'étaient pas manifestés de manière très visible sur ce front, à commencer aussi à travailler avec nous et avec quelques autres. Alors, que faire dans ces conditions? En gros, il y a deux familles de solutions. Il y a une famille de solutions qui consiste pour l'Europe à franchir le Rubicon de l'extraterritorialité. Ce qu'elle n'a pas fait jusqu'à présent. La position officielle de l'Union européenne, des pays européens, c'est que l'extraterritorialité américaine est contraire au droit international et que donc, comme nous sommes vertueux, nous n'allons pas pratiquer comme eux, alors même que, dans certains domaines, on pourrait avoir soit les moyens, soit la volonté de le faire, étant entendu que pour l'instant, on ne le fait pas. Alors, certains juristes considèrent qu'à la marge, et notamment sur les affaires de concurrence, les Européens peuvent s'approcher de ce que seraient des sanctions extraterritoriales. Je ne suis pas d'accord avec cet argument. À chaque fois que l'Europe prend des mesures qui ont un effet sur des non-européens, c'est toujours en raison de pratiques sur le sol européen. Et s'il fallait franchir le Rubicon de l'extraterritorialité, il faudrait sanctionner des entreprises non européennes à des motifs autres que leurs pratiques sur le sol européen. Exemple, qui nous a souvent été soufflé, on n'aime pas les sacs en plastique. L'Union européenne est à la tête du combat pour l'environnement, la biodiversité. Et donc, nous allons interdire un jour l'usage de sacs en plastique. Mais comme interdire l'usage de sacs en plastique en Europe seulement, ça ne fait pas beaucoup de sens. Ce n'est pas ça qui va soulager les océans des milliers de tonnes qu'on y déverse tous les jours. Eh bien, on va le faire pour tout le monde. Et donc, nous allons imposer une vertu de ce type à des agents non européens. On peut avoir des raisons de le faire en matière fiscale. On peut avoir les raisons de le faire en matière de corruption. C'est d'ailleurs à l'origine la première législation américaine extraterritoriale a été fondée sur leur législation anticorruption qu'ils ont étendue à d'autres pays par le biais de l'extraterritorialité. On peut aussi avoir quelques raisons de le faire dans des domaines plus nouveaux, comme par exemple la protection des données personnelles, sur lesquelles, comme vous le savez, l'Europe a adopté un standard qui est beaucoup plus protecteur que ce qui est pratiqué dans d'autres endroits du monde, et notamment aux États-Unis. Évidemment, si on devait aller dans cette direction, ça supposerait, une volonté politique qui, pour l'instant, ne s'est pas exprimée. Il faut qu'elle soit assez forte pour surmonter le tabou de principe de la souveraineté, y compris de la souveraineté européenne et des pays européens, y compris dans une circonstance où c'est parce qu'elle est mise en cause qu'on réagirait. La deuxième famille de solutions est une famille où l'Europe réagit contre les mesures américaines, mais sans toutefois franchir le Rubicon de l'extraterritorialité en mettant en place, et c'est ce que nous avons suggéré à l'époque,
un certain nombre de mesures qui, elles, se conçoivent avec les instruments actuels dès lors qu'il y aurait la volonté politique de les utiliser. La première à laquelle on a pensé, et qui pour l'instant n'a pas fait beaucoup de chemin, encore qu'elle commence à agiter certains milieux financiers, est toute simple. Elle consiste à soumettre les banques américaines qui opèrent en Europe à des conditions pour obtenir une licence bancaire ou de métier financier pour opérer en Europe. Nous, Européens, conditionnerions l'octroi de cette licence à une mesure, à un engagement du côté américain de préserver les agents financiers européens établis sur le sol américain de mesures extraterritoriales. C'est une règle toute bête de réciprocité. On veut bien que vous travailliez chez nous, mais à une condition, c'est qu'on puisse travailler chez vous, nonobstant les idées que vous pouvez avoir sur ce qui menace la sécurité américaine ou la manière dont vous appliquez vos sanctions. Ça produit un petit effet au Congrès des États-Unis, où un certain nombre de membres du Congrès ont commencé à se rapprocher de nous en disant « Mais attendez, comment ça va marcher votre truc ?» Oui, évidemment, ce serait peut-être embêtant. Bon, donc il y a un petit début de réflexion sur ce point. Les autorités financières et bancaires européennes, et notamment la Banque centrale, ou les autorités de supervision bancaire, disons, ne se sont pas précipitées. Et d'ailleurs, certains milieux bancaires européens ont plutôt tendance à mettre le pied sur le frein, en craignant que, voyant des idées de ce type, les Américains ne prennent les devants en restreignant la capacité d'un certain nombre d'agents financiers européens d'agir aux États-Unis dans les divers métiers de la banque, de la finance, de l'assurance, etc. La deuxième, et c'est celle qui a le plus prospéré, elle était dans l'air de manière extrêmement vague, et elle a pris une incarnation à la fin de l'année dernière, c'est cette idée de INSTEX, Instrument for Supporting Trade Exchanges, qui est un special vehicle, un véhicule spécial, dont la structure est toute simple, une espèce de chambre de compensation, qui met en relation les créances et les dettes acquises par des agents européens à l'occasion de commerce ou d'investissement avec l'Iran. L'objectif principal de ce dispositif, et j'en viens là à l'essentiel, est de déconnecter les liens de commerce ou d'investissement avec un pays du passage obligé par le dollar. C'est ça le sujet, c'est là que les sanctions américaines sont efficaces. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'organisme qui est chargé de l'administration des sanctions et qui passe beaucoup de temps à délivrer des exonérations, la queue est assez longue d'entreprises mondiales à Washington qui veulent obtenir des dérogations, qu'ils obtiennent d'ailleurs, parfois pas, dans des conditions qui sont d'ailleurs pas toujours très très claires, qui s'appelle l'OFAC. Cette administration extrêmement puissante et très très connectée au système judiciaire américain est logée comme par hasard à la direction du Trésor, au ministère du Trésor. À Washington, c'est pas les affaires étrangères, c'est pas le commerce, c'est le Trésor. Et la raison pour laquelle c'est le Trésor, c'est qu'effectivement, s'il y a un endroit où les États-Unis sont first dans cette planète depuis longtemps, et probablement encore pour pas mal de temps, c'est le dollar. C'est d'ailleurs un des grands paradoxes de M. Trump qui veut America First, que de s'en prendre au déficit commercial américain qui n'a de raison d'exister durablement que parce que le dollar est first. Et d'ailleurs, si on regarde de près les statistiques sur l'utilisation du dollar comme facturation et surtout comme monnaie de réserve, l'effet que M. Trump a eu jusqu'à présent est plutôt de les orienter légèrement, mais quand même assez nettement, depuis 18 mois, à la baisse.
Bon, je laisse ce paradoxe de côté qui prouve une fois de plus qu'il n'a pas compris grand-chose dans ces domaines, que si c'est une sorte de génie politique, il y a des bons génies et des mauvais génies, c'est sûrement pas un génie économique. Laissons cette question de côté. En tout cas, les Européens ont franchi un deuxième pas avec la création de cet Instex, qui a été porté par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui sont les seuls à avoir résisté aux énormes pressions américaines qui se sont exercées pour que ce dispositif ne voit pas le jour. Alors quand on regarde, si vous regardez le texte, si vous regardez la pratique d'aujourd'hui, vous direz, écoutez, franchement, beaucoup de bruit pour rien, parce qu'on crée cet instrument, mais on dit tout de suite que pour l'instant, il va servir à financer que des biens de première nécessité, dont le périmètre n'est pas très différent de ce que les Américains eux-mêmes ont exonéré parce que ce sont des biens alimentaires, des médicaments, etc. Donc en gros, une aide de type humanitaire. Et donc il est vrai que, même si ce n'est pas complètement le cas, le périmètre de départ de ce que ce véhicule va financer de transactions avec l'Iran est limité. Et donc, au fond, est-ce que c'est vraiment la peine de faire beaucoup de bruit pour quelque chose qui, dont la portée pratique, en tout cas pour l'instant, est assez limitée? C'est un argument qui a sa valeur. Il n'empêche que, symboliquement, le fait que 3 Européens aient résisté, y compris le Royaume-Uni, en tant que partenaire de l'accord avec l'Iran, parce que ce sont aussi des obligations que nous avons à l'égard de l'Iran et que nous devons remplir, est, à mon avis, un petit pas, mais sans aucun précédent dans ce domaine. Et donc il y a quelque chose qui s'est passé là. On verra, encore une fois, les conséquences pratiques que ça aura. On notera simplement, avant que je termine cette introduction, que cet Instex est un instrument erga omnes. Il n'est pas dédié Iran, il est disponible pour tout autre cas qui se présenterait. Et c'est là que le fantôme chinois réapparaît, puisque, effectivement, il y a, dans la mise en place de ce véhicule, un signal donné aux États-Unis qu'au cas où leur prendrait l'idée de faire ça ailleurs, nous avons déjà pensé, et on a pris les contacts nécessaires au niveau européen avec les Chinois, nous avons déjà pensé à ce cas de figure. Je n'insiste pas sur d'autres propositions qui ont pu être faites et que nous avons faites et que d'autres ont faites, notamment sur la possibilité d'étendre les pratiques en matière de droit de la concurrence à effectivement quelque chose qui ne serait pas extraterritorial mais réciproque. Il y a des tas de problèmes juridiques dans l'application de fait du règlement de blocage qui, devant un certain nombre de tribunaux européens, sont encore pas clairs. Et là, il y a du nettoyage à faire, mais qui est très compliqué sur le plan juridique. Et puis, il reste une hypothèse que l'Europe et la Commission européenne de l'époque avaient utilisée et qui n'a pas été utilisée cette fois-ci, qui est pour l'Europe de déposer une plainte à l'OMC dans la mesure où des sanctions américaines du type de celles qui nous sont imposées sont contraires aux engagements d'ouverture des échanges que les États-Unis ont pris à l'égard de l'Europe à l'OMC. Rien à voir avec l'Iran, rien à voir avec un pays tiers. C'est simplement que s'ils nous empêchent de faire du business aux États-Unis au motif qu'on enfreint leurs sanctions extraterritoriales, alors il y a une rupture unilatérale, non justifiée, sauf par des considérations de sécurité qui devraient à ce moment-là être appréciées par le tribunal de l'OMC. Cette fois-ci, les Européens ne sont pas allés jusque-là. En 1999, ils l'avaient fait contre les deux législations que j'ai citées tout à l'heure, Norton et Kennedy d'Amato, sur Cuba et l'Iran. Et à l'époque, il y avait eu une transaction
avec les Américains, et les Européens avaient retiré leur plainte pour le prix d'un engagement des Américains et de l'OFAC d'appliquer ces sanctions de manière extrêmement souple. Ce qui fut le cas. Ceux d'entre vous qui voyagent à Cuba, par exemple, auront noté que Meliá, qui est une grande marque d'hôtels et d'opérateurs touristiques espagnols, a couvert entre-temps le territoire cubain sans aucun problème, alors que les Européens étaient soumis à ces sanctions. Pourquoi ? Parce qu'on a obtenu pour Meliá les dérogations nécessaires, comme quoi tout ceci ne se passe pas toujours au niveau politique le plus visible. Donc voilà où on en est. C'est un cas intéressant qui, et c'est ma conclusion, nous démontre une fois de plus que l'appel à la souveraineté européenne, dans un certain nombre de cas, ressemble souvent à une invocation, aussi longtemps en tout cas que cette souveraineté européenne reste aussi conique qu'elle l'est. Et je termine par cette image. Si on veut comprendre comment fonctionne l'Europe dans ce domaine, il suffit de se la représenter comme un cône avec une base assez large qui est constituée de ce que l'intégration l'intégration européenne a d'économique. Hein, dans la raison. Les marchés, 2 et 2 font 4 à peu près partout. Les règles du capitalisme de marché. Dans ce domaine, et notamment évidemment dans le domaine des échanges internationaux, l'Europe est souveraine. Et là, elle peut prendre des mesures. Elle pèse son poids, puisque le poids de l'Europe dans ces domaines, en gros, c'est le poids de son marché. Et aussi longtemps que son marché reste le plus large et le plus profond du monde, et ça sera encore le cas pendant quelques décennies, alors elle a une vraie puissance, une vraie influence et une forme de souveraineté. Puis au fur et à mesure qu'on monte vers des choses qui sont moins de la raison et plus de la passion, c'est vrai en matière commerciale, la base est assez large. En matière monétaire, elle l'est encore, mais enfin, pas tant que ça. Et puis en matière d'environnement, elle l'est, mais pas tant que ça non plus. Et en matière de droit de la concurrence, elle l'est. Donc là, on est plutôt près de la base. Et puis plus vous montez vers les émotions, plus vous montez vers les représentations, vers les symboles, jusqu'au sommet du cône, qui consiste à déclarer la guerre, alors il n'y a plus de souveraineté européenne. Elle est totalement inexistante. Non pas que la souveraineté des Européens soit inexistante dans ces domaines, mais c'est celle des États membres de l'Union. Donc on peut, si on veut voir loin et large, ce qui parfois est l'objectif de réflexion, l'objectif au fond de ceux qui plaident pour davantage d'intégration européenne dans un monde, encore une fois, si on n'avait pas inventé l'intégration européenne il y a 70 ans, il faudrait probablement le faire maintenant, c'est petit à petit de transformer ce cône en cylindre sans masquer les considérables problèmes que ça pose, de passer de la raison à l'émotion, de passer d'un consommateur ou d'un travailleur moins malheureux qu'ailleurs à un citoyen plus heureux qu'ailleurs. Il y a là une barrière des espèces que toute l'entreprise de la construction européenne a jusqu'à présent négligée et sur laquelle il nous faudra travailler dans l'avenir. Merci beaucoup pour ce productif qui nous a bien recalé donc ce qui avait attiré notre attention à l'automne et ce que c'est devenu depuis. Et ce qui me frappe quand même, c'est un dispositif comme cette chambre de compensation. Quelque part, c'est un retour en arrière de plusieurs décennies par rapport à ce qu'était devenu la fluidité des échanges mondiaux. Donc, est-ce que vraiment on ne peut arriver à progresser désormais que dans cette espèce de logique d'antagonisme, de menaces réciproques, etc. Est-ce qu'il n'y a vraiment plus de manière de progresser dans notre dialogue avec les États-Unis de manière, je dirais, plus intelligente, plus efficace. Et l'autre question, c'est celle de l'euro. Est-ce que l'autre solution, peut-être aussi plus
positive à terme n'est pas d'accélérer l'internationalisation de l'euro. Bonjour. À propos de l'euro, je rebondis sur la question qui vient d'être posée. Que peut faire l'Europe pour qu'un jour on puisse acheter et payer en dollars le pétrole? C'est que l'Arabie Saoudite a passé des accords avec les États-Unis. Payer en euros. Excusez-moi, je bafouille. Payer en euros. Est-ce que c'est une perspective qui a à terme un sens? Deuxièmement, tu as fait allusion à l'intervention de l'OMC, de l'organisme de règlement des différends. J'ai lu que, concernant l'organisme de règlement des différends, il n'était plus tout à fait en état de marcher, de fonctionner, puisque on n'avait pas renouvelé les personnes qui jugeaient. Bon. Et d'ailleurs, pense-t-on que Trump respecterait aujourd'hui un jugement, une décision de ce genre d'organisme? Pourquoi affiche-t-on notre faiblesse en refusant des fusions qui pourraient créer des géants capables de rivaliser avec les entreprises américaines? Bon, d'abord, sur la première question de Jean-Claude, je l'ai dit en introduction, cette affaire Instex, Iran, extraterritorialité, est un cas très spécifique. On ne peut pas en tirer de conclusion générale, en dehors du fait que les Américains se livrent à des pratiques qui sont les seules à utiliser, qui sont contraires au droit international, et que, compte tenu de leur puissance, et notamment de celle du dollar, jusqu'à présent, tout le monde s'était couché, de fait, et qu'on commence à montrer que une forme de résistance à ces pratiques politiques, une forme de résistance juridique, et un jour une forme de résistance pratique commence à se faire jour. Je ne considère pas, Jean-Claude, que le retour que l'établissement d'une chambre de compensation soit une technologie extrêmement moderne et futuriste. Ça consiste tout simplement à faire du troc pour éviter de passer par une monnaie qui est effectivement un moyen assez simple de pratiquer l'échange. C'est pas intelligent, mais disons, pour être tous intelligents, il ne faut pas être intelligent seulement d'un seul côté. Les sanctions américaines, elles ne sont pas très intelligentes. Elles sont très efficaces, elles sont très sophistiquées, mais elles ne sont pas très intelligentes. Ça consiste à dire je te tape dès que je t'attrape. C'est pas non plus extrêmement sophistiqué. Donc, il ne faut pas en tirer de conclusion générale. Il se trouve simplement que c'est une des réactions à une action qui est celle d'un président qui a décidé de faire le contraire de ce qu'avait fait son prédécesseur en exerçant un jugement diamétralement opposé sur l'intérêt pour les États-Unis, pour les Iraniens, de sortir dans les conditions qui sont celles de l'accord JOGPA du nucléaire militaire. Il y a évidemment derrière tout ça des tas de considérations géopolitiques sur la politique américaine au Moyen-Orient, sur le rôle d'Israël dans cette tension avec l'Iran, sur le problème d'équilibre régional entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Je ne rentre pas sur tout ça. Accélération de l'euro, évidemment que c'est la solution. Je ne l'ai pas mentionné parce que c'est quelque chose qui est inévitablement à long terme et qui, en gros, se déroule sur 3 fronts. L'euro comme monnaie de réserve, l'euro comme monnaie de facturation et l'euro comme monnaie d'investissement et de dénomination d'actifs financiers. Hein, c'est les 3 composantes qui déterminent l'importance relative de l'euro et du dollar. Que l'euro soit la 2e monnaie mondiale, il n'y a aucun doute. La mesure exacte de l'importance relative de l'euro et du dollar est compliquée parce que les statisticiens, comme vous savez, sont rarement d'accord entre eux et que notamment, selon qu'on considère que le commerce intra-européen est un commerce mondial, international ou non, les pourcentages varient beaucoup. Si vous mesurez, par exemple,
l'usage de l'euro par les transactions qui passent sur SWIFT et qui sont en dollars et en euros, on aura des proportions qui sont assez différentes de celles qui concernent la Banque centrale. Les banques centrales, le Centre géopolitique de Normal Sup vient de publier un petit papier très, très intéressant sur la géopolitique de l'euro, où au fond il démontre que la détention du dollar par les banques centrales est d'autant plus importante que les pays en question ont des accords de défense plus proches des États-Unis, ce qui dit un certain nombre de choses sur disons, le double fond géopolitique et géoéconomique de cette question. La question de la facturation est une question pratique. Si Airbus vend ses avions en dollars, ce qui n'est pas un avantage comparatif par rapport à Boeing, ne serait-ce que parce qu'ils ont des couvertures de change à payer, encore que quand on regarde exactement ce qu'il y a comme contenu européen dans un Boeing et ce qu'il y a comme contenu américain dans un Airbus, les choses ne sont pas ce qu'elles sont à première vue. Une partie de la couverture de change de la fabrication, enfin d'un Airbus, réside dans les intrants que Airbus achète en dollars. Et il y en a pas mal, et d'ailleurs l'inverse est vrai, encore que dans une proportion un peu moindre. Donc ça, c'est une question pratique. Et ça n'est pas seulement une question, disons, ça n'est pas une question de souveraineté ou une question politique, ça va aussi avec le fait que en matière de transactions, en matière d'assurance, en matière de crédit export, il y a tout un tas d'éléments qui font qu'un opérateur qui investit ou qui vend sur des marchés étrangers regarde tout un tas d'éléments et que l'écosystème d'utilisation du dollar est aujourd'hui plus sophistiqué que l'écosystème d'utilisation de l'euro dans bien des endroits de ce monde. Et puis le troisième élément, qui évidemment est tout à fait essentiel, c'est la disponibilité d'actifs en euros, et notamment la liquidité de ces actifs, étant entendu que plus on en a, plus ils sont liquides, et plus on a tendance à investir dedans pour se mettre à l'abri de mauvaises surprises, et ça conduit à avoir une politique plus active d'émission d'instruments financiers en euros sur le marché international. C'est d'ailleurs ce que commencent à faire les Chinois, puisque la prochaine monnaie qui monte, même si le compte de capital chinois n'est toujours pas libéré, ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs d'être membre du FMI, c'est le renminbi. Donc ça, ce sont les trois domaines dans lesquels on peut opérer. Ma réponse à ta question, Yves, c'est qu'il y a depuis 1 an ou 18 mois une inflexion dans le discours de la Banque centrale européenne. Jusqu'à présent, la Banque centrale européenne a toujours considéré qu'elle n'avait pas besoin ni intérêt à augmenter le rôle de l'euro, parce que ça va avec un certain nombre de responsabilités ou de pratiques, notamment dans les problèmes de dollarisation, d'euroisation de certaines économies périphériques, et en particulier dans les Balkans, dont vous savez que ce n'est pas la partie du monde la mieux régulée sur le plan des transactions financières. Ce sont quand même des grands pays de contrebandiers, de tradition. Donc pour un tas de raisons, la Banque centrale jusqu'à présent était assez réticente. Et autour du Conseil européen, ça n'a jamais excité beaucoup les imaginations. C'est en train de changer, et si j'en crois notamment un speech intéressant, assez nouveau, qui a été fait par notre compatriote qui est membre du directoire de la Banque centrale, Benoît Cœuré, à Washington assez récemment. Et je suis sûr, sans en avoir parlé avec lui depuis, qu'il n'a pas fait ça de sa propre initiative. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. Probablement, et c'est mon interprétation, mais je n'ai pas assez creusé pour en être sûr, probablement parce qu'un certain nombre d'initiatives de M. Trump
sont un peu moins favorables, en tout cas à terme, à la solidité du dollar, et notamment compte tenu de la politique macroéconomique qu'il mène et dont nous connaissons les caractéristiques. Donc c'est forcément quelque chose qui ne peut bouger que très lentement. Ce qu'il faut, c'est davantage de volonté politique. Et peut-être, cet élément-là est-il en train de changer. Sur l'OMC, l'organisme de règlement des différends, oui, les Américains sont en train de faire pression pour changer un certain nombre d'éléments de la jurisprudence de l'organisme de règlement des différends de l'OMC, qu'ils considèrent contraires à leurs intérêts. Ils n'ont jamais critiqué les décisions du tribunal de l'OMC quand ils gagnaient. Comme par hasard, ils discutent quand ils perdent, étant entendu qu'ils continuent d'ailleurs pendant toute cette période à introduire des procès contre ceux dont ils estiment qu'ils violent les règles du commerce international, et d'ailleurs à en gagner, ils en ont gagné un assez substantiel contre la Chine il y a 15 jours. Donc tout ça est extrêmement tactique. D'un côté, ils ont décidé de ne pas autoriser la nomination de nouveaux juges, alors que tout ça, ça tourne. Les 7 membres de l'organe d'appel de l'OMC sont renouvelés tous les 4 ans, sauf s'ils font 2 mandats. Donc les Américains ont utilisé les moyens de procédure pour bloquer ces renouvellements, que jusqu'à présent, les autres ont accepté en acceptant la thèse traditionnelle selon laquelle ces nominations se font par consensus. À mon avis, c'est parfaitement discutable. Quand vous regardez les règles de procédure de l'OMC, on peut très bien interpréter ces règles en disant que ce sont des mesures de procédure et que donc ce sont des décisions qui sont prises à la majorité. Je laisse de côté ce débat. La vérité, c'est que les Américains souffrent le chaud et le froid au motif, et je ne leur donne pas tort sur ce point, même si c'est fait de manière extrêmement provocante, gênante et désagréable, c'est la caractéristique générale de M. Trump, au motif qu'il y a un certain nombre de règles et d'interprétation de ces règles qui ne collent pas avec les réalités de la globalisation commerciale d'aujourd'hui, et notamment en ce qu'elle ne discipline pas un certain nombre de pratiques chinoises. Donc il a tort surtout, de mon point de vue, sauf sur ce point. Et après tout, il a été celui dont l'incorrection a fini par mettre à l'ordre du jour cette fameuse question de la réforme de l'OMC, dont tout le monde pensait vaguement, mais qu'on n'osait pas appeler comme ça. Sur Alstom Siemens, c'est une longue affaire. J'ai eu à réagir à cette question, comme beaucoup d'entre vous, au cours des dernières semaines. Je ne me prononcerai pas parce que je n'ai pas lu la décision. Et je suis d'ailleurs estomaqué de voir le nombre de gens qui interprètent cette décision de manière incroyablement experte, alors qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas pour le public. Une décision qui a été prise, elle est motivée. Je peux vous dire que à la Commission européenne, le commissaire à la concurrence regarde de près, parce que le seul surmoi des autorités de la concurrence européenne, c'est la Cour de justice. Donc ces gens-là sont d'abord des juristes, et donc je veux voir la décision avant de dire ce que j'en pense, étant entendu que, a priori, et je me base sur ce que Margaret Vestager a dit lors de la conférence de presse où elle a annoncé que, compte tenu du fait que les remèdes qui avaient été demandés n'ont été acceptés que de manière insuffisante par les 2 parties, Alstom et Siemens, étant entendu qu'il y avait une nette différence d'activité dans ce process entre le front français et le front allemand, mais je ne veux pas rentrer dans trop de détails, attendons la publication de la décision. Il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à la Commission européenne, c'est de ne pas avoir considéré que ce marché était mondial. Elle a considéré que ce marché était mondial. Donc tout ce qui ressort du genre qu'est-ce que c'est que ces couillons qui regardent que ce qui se passe sur le marché européen alors que c'est un marché mondial se trompe, parce que la Commission a effectivement
apprécier le marché pertinent comme le marché mondial. À mon avis, ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir considéré qu'il n'y a pas de menace chinoise à vue humaine normale, c'est-à-dire dans les 10 à 20 ans qui viennent. C'est ce que Margaret Vestager a dit. J'attends de voir comment tout ceci est argumenté. Donc voilà en gros où j'en suis sur ce sujet. Juste une petite précision, pourquoi est-ce qu'on ne publie pas les décisions à mesure ? Elle va sûrement être publiée. Je pense qu'elle est dans un système de révision juridique compliqué, parce que tout ceci est tenu par des délais. Les procédures sont incroyablement rythmées. À partir du moment où tel acte de procédure intervient dans une discussion de ce type, on a les parties ou la commission un temps de temps pour réagir, ce qui enserre la décision finale dans des délais qui font que s'ils ne sont pas respectés, c'est la qualité juridique de la décision qui en souffre. Donc la décision a été prise à temps. Je pense que c'est une question de nettoyage juridique. Il y a probablement un peu moins de hâte à la publier dans la mesure où les deux parties ont annoncé qu'elles ne feraient pas appel. Auquel cas, la Cour de justice, il n'y a pas la nécessité immédiate de mettre ça sur la table de la Cour de justice. Bonjour, mon nom est Serge Fratkoff. Si je peux me permettre de sortir quelques instants du plan économique, financier, commercial, et aller sur le plan sécuritaire. Premièrement, pensez-vous que durant les 3 ans et demi, les 3 ans où l'accord a été en vigueur, l'Iran a respecté ses obligations? Deuxièmement, depuis que les États-Unis sont sortis de l'accord, l'Iran et nous-mêmes, considérons-nous que l'accord est toujours en vigueur, oui ou non? Et pensez-vous que maintenant, depuis que les États-Unis sont sortis de l'accord, l'Iran continue à respecter les engagements qu'elle avait pris? Deuxième question qui n'a rien à voir, si je peux me permettre, avec votre autorisation, on parle beaucoup d'une tentative de renégociation des accords de Schengen. Cette renégociation nécessite une majorité de quel ordre? Je n'ai trouvé nulle part les renseignements qui auraient pu m'éclairer. Je vous remercie. Oui, bonjour. Nicolas Meillan. Alors moi j'ai une question un peu, pas complètement hors sujet, mais sur l'environnement et le climat. Je voulais d'abord vous demander ce que vous pensiez de l'accord commercial qu'avait trouvé Jean-Claude Juncker avec Donald Trump, qui échange des voitures lourdes allemandes contre du soja OGM et du gaz de schiste américain. Est-ce que c'est un bon accord pour le climat? Et la deuxième question, vous avez été longtemps patron de l'OMC. Les émissions de CO2 n'ont jamais autant augmenté que depuis que la Chine a rejoint l'OMC, où on a délocalisé la plupart de la production des pays de l'OCDE dans les pays émergents avec du charbon. Pensez-vous que les règles internationales du commerce soient plutôt le problème ou la solution au climat? Et comment les modifier pour enfin faire baisser les émissions de CO2 au niveau mondial? Ça va être peut-être un peu compliqué de répondre à des questions aussi diverses, mais j'avais une première question qui est quelle est votre idée sur le dilemme anglais? Personnellement, je le simplifie assez. Je ne sais pas si l'Europe signifie encore quelque chose dans son idée de créer un 3e pôle mondial si l'Angleterre n'est pas dedans. Et deuxièmement, manifestement, les Anglais ne sont pas prêts à faire les concessions nécessaires pour rentrer dans la famille, je dirais. Et ça risque de d'éteindre. Deuxième question, manifestement, les pays d'Europe de l'Est qui nous ont rejoints ont rejoint au moins autant le parapluie américain militaire que l'Europe. Est-ce que l'Europe doit faire quelque chose sur le plan militaire? Et comment va-t-elle le faire si l'Angleterre s'en va, qui était le 2e pays qui avait une politique d'armement avec la France? Si je peux compléter sur l'Angleterre, est-ce qu'il y a un risque que l'Angleterre devienne une sorte de Singapour dans l'Europe et puisse bénéficier de conditions très favorables à notre détriment? Bon sujet. Sur l'application par l'Iran de l'accord qui avait été signé avec eux et dont les Américains sont sortis, la position européenne, et je ne suis pas un spécialiste des questions nucléaires iraniennes, la position des autorités européennes, et d'ailleurs
des autres parties à cet accord, et il n'y avait pas que nous, il y avait la Chine, il y avait la Russie. Je rappelle que cet accord a été béni par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Hein. Donc il a un certain standing sur le plan international. Les Américains en sont sortis, cet accord reste valable. Et les Européens me disent, encore une fois je leur fais confiance sur ce point, que le parcours prévu est pour l'instant respecté. On a d'ailleurs pris grand soin dans la décision Instex de lier l'existence, la mise sur pied et l'utilisation de ce véhicule à des conditions qui consistent à ce que les Iraniens appliquent bien le parcours. Et notamment, on a perdu 1 mois et demi dans la mise en place du dispositif pour se mettre d'accord sur les conditions dans lesquelles on utilisait cette chambre de compensation en la protégeant de tout ce que les Iraniens peuvent avoir comme pratique, notamment des financements pas clairs d'un certain nombre d'activités terroristes sur cette planète. Et notamment dans tout ce qui concerne le blanchiment, tout ce qui concerne la sécurité, le KYC, la Know Your Customer. Donc il y a des tas de dispositifs techniques qui sont censés verrouiller l'existence d'Instex à l'application de l'accord. Encore une fois, je ne suis pas compétent pour savoir si c'est sérieux ou pas. En tout cas, les diplomates y ont passé énormément de temps. Ça ne veut pas dire forcément de qualité extraordinaire, parce que ce n'est pas forcément leur objectif. Leur objectif, c'est que leur pays soit content et que leur carrière soit assurée. C'est un petit problème dans un monde aussi compliqué que le nôtre, mais pour l'instant, c'est ce que me dit Madame Mogherini. Renégociation de Schengen, c'est de la majorité. Schengen est né extra-utérin dans le dispositif institutionnel européen, mais elle l'a rejoint. Et les idées de renégociation de Schengen, je simplifie, c'est comme ça qu'elles sont apparues d'ailleurs dans la missive de la semaine dernière de Macron. En gros, l'idée qu'il y a derrière la renégociation des Schengen, c'est que Schengen est un dispositif qui facilite la libre circulation, dont tout le monde bénéficie, y compris des pays qui ne sont pas prêts à adopter des comportements qui sont des comportements de solidarité sur la gestion des migrants. En gros, ça consiste à dire à M. Orban ou à quelqu'un d'autre qui est tenté par une politique migratoire qui dépasse celle de l'Union, et notamment du point de vue des règles d'accueil des migrants, et notamment dans le cas de l'asile, qui, comme vous le savez, est un cas un peu spécial, à leur dire, bon, bah, écoutez, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, vous voulez bénéficier de la libre circulation, très bien, mais à ce moment-là, appliquez les règles de tout le monde. Si vous ne voulez pas appliquer ces règles-là, ben, vous ne bénéficierez pas de la règle de circulation, et vos citoyens seront soumis à des contrôles aux frontières, comme vous vous soumettez à des contrôles aux frontières, plus rigoureux que ce que prévoit la législation européenne. Un certain nombre de personnes qui veulent entrer sur le territoire européen. Je trouve, on en revient à des choses assez simples. Hein. On est dans une famille, il y a des codes de conduite, il y a des obligations, il y a des responsabilités. On va d'ailleurs avoir le même débat, on l'a déjà, même si pour l'instant il n'a pas beaucoup fait surface dans les médias, sur la renégociation, enfin sur la négociation d'une prochaine programmation financière de l'Union qui a lieu tous les 7 ans, et où la question de savoir si les généreuses contributions du budget européen à ce qu'on appelle les politiques structurelles, et notamment les politiques régionales, et notamment dans les pays d'Europe centrale et orientale, ne doivent pas, elles, être conditionnées à des règles de comportement, notamment sur le plan institutionnel. C'est toute cette fameuse liaison entre l'article 7 du traité et le renouvellement des contributions du budget à ces pays pour les années qui viennent. Sur l'environnement, c'est une grande question que je ne peux absolument pas traiter en 3 minutes. Les relations entre l'intensification de l'échange international et les questions environnementales, et notamment climatiques, mais pas seulement d'ailleurs, parce qu'il y a des enjeux
de biodiversité ou des enjeux de préservation des océans qui sont tout à fait considérables et sur lesquels je passe maintenant pas mal de temps. C'est extraordinairement compliqué. Il est vrai qu'à certains égards, l'intensification de l'échange international est un émetteur de CO2, encore qu'il faille distinguer si c'est l'échange qui est émetteur de CO2 ou la production. Il est vrai par ailleurs que les bénéfices de la spécialisation ricardo-schumpeterienne font que, dans un certain nombre de cas, l'intensification de l'échange international aboutit à des spécialisations qui, elles-mêmes, sont des modèles d'utilisation plus efficaces de ressources rares, y compris des ressources environnementales. Quand l'Arabie saoudite a calculé ce que ça lui coûtait en eau de produire des céréales, ils sont assez vite arrivés à la conclusion que ça ne faisait pas beaucoup de sens et que donc il fallait qu'ils arrêtent de produire des céréales et comme ils n'avaient pas envie d'arrêter d'en consommer, qu'ils se fournissent sur un marché mondial, des céréales qui existent d'ailleurs, et heureusement, parce que ça est permis d'aller dans le bon sens du point de vue de la conservation de ressources hydriques. Donc il y a des arguments dans les deux sens. Les règles de l'OMC, qui sont assez récentes, puisqu'elles datent de 1994, sont tout à fait claires sur le fait que l'échange international ne prime pas. Donc, la doctrine qui consiste à favoriser l'ouverture des échanges internationaux ne s'impose pas contre des nécessités en matière de préservation environnementale, comme d'ailleurs en matière de moralité publique. Cette idée qui existe un peu partout, que les règles du commerce international, parce qu'elles sont plus fortes, mieux administrées, plus sophistiquées que les autres, s'imposent à d'autres considérations, est totalement fausse. Et d'ailleurs, la jurisprudence du tribunal de l'OMC est tout à fait claire sur ce point. Donc, il y a un sujet, il y a des solutions. La solution idéale, nous la connaissons. On en est très loin. Et la question est de savoir pourquoi on en est aussi loin et comment on pourrait s'en rapprocher. La solution idéale, elle est absolument claire. C'est de pricer le CO2 à la consommation. Si vous pricez les externalités environnementales des émissions de CO2 à la consommation, vous ajustez les systèmes de prix relatifs dans une économie de marché et le problème est résolu. Et l'ennui, c'est d'une part que depuis longtemps, et à tort, on a estimé que du point de vue de la régulation des émissions qui passe par les systèmes de taxation et du point de vue de la régulation des émissions qui passe par les systèmes de permis d'émission, on s'est intéressé à tort à la production. Et au lieu, en gros, de taxer la consommation, ce qui est la manière simple, on a taxé la production, ce qui est beaucoup plus compliqué, et ce qui, éventuellement, donne lieu, d'ailleurs, à des problèmes qui n'ont jamais été résolus correctement, même s'il y a des tas de pages et de colloques qui ont eu lieu sur le sujet, sur ces fameux problèmes d'ajustement à la frontière, en fonction de l'empreinte carbone des importations, avec évidemment un présupposé qui est loin d'être rempli partout et qui est que l'empreinte carbone de vos importations est plus mauvaise que celle de votre production nationale. Ce qui est un sujet technique extraordinairement compliqué et qui pose d'ailleurs la question, y compris du point de vue du droit de l'OMC, si des mesures de ce type devaient être légitimes, à supposer que quelqu'un trouve l'usine à gaz qui permet de les mettre en place, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. La logique du droit commercial international serait que si vous faites ça pour des raisons environnementales, si vous pénalisez vos importations pour des raisons environnementales, vous devez normalement, réciproquement, favoriser vos importations pour des raisons environnementales lorsque l'empreinte de l'importation est inférieure à votre empreinte de production nationale. Je ne vous dis pas les méandres dans lesquels tout ceci mettrait des tas de diplomates pendant longtemps. Donc il y a un sujet, il n'y a pas de solution très nette. L'accord entre Trump et Juncker, qui a d'ailleurs... Juncker a révélé là un certain nombre de ses qualités. Il n'a pas toutes les qualités. Le Premier ministre du Luxembourg, pendant toute votre vie, ça ne vous porte pas forcément à la considération des enjeux les plus globaux de la planète.
Mais quand il s'agit d'être à deux avec un gars comme Trump, qui a l'habitude de flouer ses interlocuteurs, ça, Juncker, il sait faire. Il a 30 ans de Conseil européen dans les pattes. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est lui qui a floué Juncker. C'est Juncker qui a floué Trump. Trump est entré dans la discussion avec un objectif précis, et il en est sorti avec un objectif tout à fait différent, à la grande surprise d'ailleurs de son gouvernement, qu'il a débriefé en sortant, comme c'est l'usage avec les deux délégations de chaque côté de la table. Ce qui est sorti de cet accord que Trump a donné à Juncker, c'est qu'il fallait retravailler sur l'ouverture des échanges transatlantiques. Ça ne mange pas de pain, ça fait longtemps qu'on y pense. Et que ceci se ferait à l'exclusion de deux secteurs qui sont les voitures et l'automobile, et l'agriculture. Ce sont les termes du communiqué que Trump a agréé avec Juncker. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, on est dans une situation où l'administration américaine dit qu'il faut travailler sur l'ouverture des échanges transatlantiques, certainement, mais à deux conditions, c'est qu'on intègre les automobiles et l'agriculture. Bon, inutile de dire qu'il y a quand même un petit problème de cohérence entre cette position et ce que leur président a accepté au mois de juillet. Donc on n'a pas fini d'entendre parler de ça. Et la réalité, c'est que Trump veut faire pression, pense faire pression sur les Européens en menaçant de taxer les importations de voitures européennes aux États-Unis. Il a mis 18 mois à comprendre, il a compris enfin, mais il a mis 18 mois à comprendre, si j'en crois ce que Merkel m'a dit de leur conversation, il a mis 18 mois à comprendre que la raison pour laquelle il n'y avait pas beaucoup de Chevrolet à Berlin, alors qu'il y avait plein de Mercedes à New York, ça n'avait rien à voir avec les questions de commerce international. Mais ça a été très long, parce que pendant 18 mois, il a pensé que les Européens empêchaient l'importation, l'acquisition par des consommateurs européens de voitures américaines. Et il a fallu très très longtemps pour qu'ils comprennent que non, c'est pas le problème, parce qu'on importe des tas de voitures japonaises, des tas de voitures coréennes. C'est juste qu'on n'importe pas de voitures américaines parce qu'elles ne correspondent pas aux desiderata du consommateur. Mais évidemment, quand on connaît un peu Trump, l'idée que la Chevrolet ce soit pas ce qu'il y a de mieux, ça ne lui passe pas par la tête, quoi. Il a un gros problème pour arriver à cette conclusion. Et donc, en réalité, c'est une affaire tactique. Il pense que ces tarifs sont son arme principale. Il adore les tarifs. Il considère que c'est avec ça qu'il a le bras de fer le plus fort. C'est d'ailleurs ce qu'il a pratiqué sur l'aluminium, sur l'acier. C'est des menaces qu'il exerce vis-à-vis des Européens. C'est comme ça qu'il a fait sur la Chine. Et à mon avis, on va voir assez prochainement sur la Chine qu'il va se passer ce qui s'est passé quand il a négocié l'accord sur la Corée, ce qui s'est passé quand il a négocié l'accord de libre-échange américain, beaucoup de bruit, plein de tweets, et un résultat, somme toute, assez modeste, voire même un peu dangereux dans le cas de la Chine, parce que si la Chine arrive à acheter la paix avec Trump, avec quelques Boeing, du soja et du gaz naturel, ça ne fera pas beaucoup avancer le vrai problème, qui est le problème de disjonction actuelle, structurelle, entre la conduite et la structure de l'économie chinoise et l'économie capitaliste globale, qu'on trouve ça bien ou pas bien. Ça pourrait même presque être un peu dangereux de laisser les Chinois acheter une paix américaine à un prix aussi ridicule. Sur le Brexit, là aussi, très très longue saga, qu'il faut voir dans l'histoire longue. La relation entre le Royaume-Uni et le continent est une relation à étapes, et notamment depuis 70 ans, où la question a toujours été entre les deux désirs britanniques, le désir classique d'ouverture, des échanges, de libéralisme, qui les a toujours portés à se rapprocher du continent, et notamment dans l'ouverture des échanges, et puis un autre désir, qui est un désir contraire en matière politique, pour des raisons historiques d'insularité bien connues. La balance entre l'attraction économique et la répulsion politique a bougé. Entre les années 50 et les années 70, il y avait plus de résistance politique que d'attraction économique.
Après, pendant 40 ans, il y a eu plus d'attraction économique que de résistance politique. Et puis, à partir de 2016, ça bascule à passer de l'autre côté, quelques pourcentages près. On est de nouveau là-dedans, et on va rester là-dedans pendant une vingtaine d'années, et puis une dizaine d'années, ou une trentaine d'années, je ne sais pas, et puis ensuite la bascule repartira de l'autre côté. C'est une très longue histoire, et le problème du Brexit, il est extrêmement simple à énoncer. C'est comment est-ce que la Grande-Bretagne entend sortir le plus possible politiquement et le moins possible économiquement. C'est une affaire de négociation. Contrairement aux apparences, ce n'est pas une affaire de négociation entre les Européens et les Britanniques, c'est une affaire de négociation entre les Britanniques et les Britanniques. Et si Mme May est dans le bazar dans lequel elle est, c'est parce qu'elle n'a pas réussi à fabriquer un compromis britannique sur de combien on sort politiquement et de combien on sort économiquement. Étant entendu que sortir politiquement, c'est agréable, et sortir économiquement, c'est désagréable parce que c'est coûteux. D'ailleurs, on peut pas, quand on est britannique, on ne peut pas avoir poussé pour l'ouverture des marchés, pour la constitution du marché intérieur, avec autant de conviction, et à juste titre d'ailleurs, de mon point de vue, pendant des années, et puis dire maintenant le contraire, c'est bien. C'est forcément pas bien. Personne ne pense que c'est bien. Et donc on en est là. Le deal de ce week-end correspond exactement à ce qu'on pouvait attendre. C'est-à-dire qu'il y a une chorégraphie assez soigneuse qui devrait normalement permettre à Mme May de faire passer son truc au Parlement britannique cette semaine. Auquel cas, on tourne une page d'un petit chapitre, qui est le chapitre de l'accord de sortie, et on ouvre un autre chapitre qui va comporter beaucoup de pages, qui est on négocie le régime à venir. Parce que alors ça, croyez-moi, j'ai fait de la négociation commerciale pendant pas mal d'années de ma vie, il y en a pour un moment. Étant entendu que de mon point de vue, tout ça se terminera parce que les Britanniques appellent BRINO, Brexit in name only, c'est-à-dire un Brexit politique, mais pas économique. Pourquoi ? Parce que, et c'est là que je réponds à votre question sur Singapour, il y a très peu de probabilité et d'espace pour une divergence sérieuse entre les normes européennes et les normes britanniques. Et la sortie du Brexit, économiquement, ça veut dire la sortie de l'Union, le Brexit, ça veut dire sortir du marché intérieur. Et qu'est-ce que c'est que le marché intérieur ? C'est un système de normes et de standards. Et donc, le plus probable, c'est qu'ils sortiront très peu de ce système de normes et de standards, et que d'ici 20 ou 30 ans, rebondira la question de savoir, dès lors qu'on est comme les Suisses ou les Norvégiens, c'est-à-dire de fait à être obligé de suivre les standards européens pour que la frontière ne soit pas épaisse, est-ce que c'est vraiment intelligent, compte tenu qu'on n'est pas vraiment la Suisse ou la Norvège, d'être obligé de suivre les règles européennes sans avoir notre mot à dire sur la manière dont elles sont établies. Et à ce jour-là, le débat reprendra, et à mon avis, le truc repartira à 2 ou 3% de l'autre côté. Mais je ne vois pas d'espace sérieux pour des divergences majeures, notamment parce que cette divergence majeure, soit elle serait à 60, pour un marché de 60 millions de consommateurs, ce qui dans le monde d'aujourd'hui et a fortiori de demain ne fait pas beaucoup de sens, soit il s'alignerait sur un autre grand opérateur en matière de normes, et les grands opérateurs en matière de normes, c'est les États-Unis ou la Chine. Il y a l'Europe, les États-Unis et la Chine. Voilà, c'est ça les puissances normatrices dans le monde d'aujourd'hui et dans les 20 ou 30 ans qui viennent, ce qui d'ailleurs pose un problème aux Européens, qui est de savoir comment ils gardent cet équilibre dans l'avenir entre les deux. Et je ne vois pas non plus très bien les Britanniques partir du côté américain violemment. Ça ne correspond pas du tout à ce que souhaite dire. En termes de civilisation, et notre système de normes et de standards, il a un substrat idéologique civilisationnel. Si on ne veut pas de bœuf aux hormones,
il y a quelque chose d'une identité européenne là-dedans. Et les consommateurs britanniques, ils ne veulent pas manger de bœuf aux hormones. Et donc, c'est compliqué. Ils ne veulent pas non plus de poulet chloriné à l'américaine, ils veulent du poulet chloriné à l'européenne. Et au cas où ils s'aligneraient sur un système américain, ce qui est évidemment ce que les Américains vont essayer de faire pour exercer une pression sur le système normatif européen, et bien à ce moment-là, la frontière sera d'autant plus épaisse. Si on importe des poulets fabriqués aux États-Unis, en Grande-Bretagne, on importe des poulets de Grande-Bretagne. S'ils suivent la norme européenne, le contrôle, il va être, on va contrôler 1% des caisses de poulet. Si la norme britannique diffère de la norme européenne, on va contrôler 50 caisses de poulet sur 100. Et je peux vous garantir que si vous êtes dans le business de production et de commerce des poulets, selon qu'on contrôle 1% ou la moitié des caisses à la frontière, ça fait une sacrée différence dans votre bottom line. Et donc la réalité, c'est que l'épaisseur de la frontière va être fonction de la divergence en matière réglementaire. Alors, c'est vrai pour les biens, c'est vrai aussi pour les services, même si les frontières en matière de services sont moins visibles que pour les biens. Mais donc, mon sentiment personnel, c'est que l'hypothèse Singapour, qui est celle d'un certain nombre de Brexiteurs extrémistes, je n'y crois pas beaucoup, même si il faut s'en prémunir. Et là-dessus, Barnier et la task force de la Commission ont toujours été extrêmement clairs. Ils savent parfaitement, on leur a redit clairement, publiquement, en privé, que dans un certain nombre de cas, ce serait un casus belli, et on a tout à fait les moyens de rétorsion. Sur l'Europe de l'Est, là aussi, affaire très compliquée, qu'il faut accepter de regarder de temps en temps sous l'angle historique et anthropologique, et pas seulement sous l'angle politique ou juridique. Les conditions dans lesquelles ces pays ont rejoint l'Europe sont tout à fait spéciales sur le plan historique. La réalité, c'est que la première génération a été très volontairement sur une voie d'assimilation, qui arrive dans d'autres phénomènes migratoires, et que la deuxième génération n'a pas forcément les mêmes raisons d'adhérer à cette attitude d'assimilation. On le voit très bien avec ces pays, dont un certain nombre de différences qui avaient été escamotées par le grand drive de l'élargissement, ou en tout cas, c'est pas forcément un élargissement de l'Europe, c'est plutôt un rétrécissement de la non-Europe. Un certain nombre de ces différences apparaissent maintenant. Le fait que la Hongrie ou la Tchéquie soient des pays extraordinairement homogènes sur le plan ethnique, à la très grande différence des autres pays européens, est quelque chose auquel on n'a pas prêté attention au moment où le mur de Berlin est tombé, où ils étaient tous portés vers l'idée de rejoindre les Européens. Et maintenant, ces réalités, de même que, disons, la persistance historique de courants populistes, agrariens, dans ces pays d'Europe centrale et orientale, dans toute l'histoire depuis le 19e et le 20e siècle, toutes ces réalités refont surface et on s'aperçoit que nous avons des différences entre Européens, dont certaines ont une portée idéologique ou politique ou philosophique qui peut même atteindre des fondements que, en tout cas, quelqu'un comme moi n'aurait jamais pensé aurait pu être atteint du système institutionnel des démocraties européennes. Donc on a avec la Pologne, avec la Hongrie, des problèmes de ce type. C'est ça le sujet. Et c'est un sujet compliqué qui fera l'objet de débats dont il est, de mon point de vue, très bien qu'ils aient lieu au niveau européen. Ce qui va se passer en Pologne au congrès du PPE cette semaine pour savoir si le PPE garde ou non Orban et Fidesz au sein de cette alliance des partis de centre-droit chrétiens-démocrates européens, c'est un débat européen. Et de ce point de vue-là, je ne pense pas que la politique de M. Orban soit une bonne nouvelle. Mais je pense que le fait qu'elle donne lieu à un débat européen à ce niveau n'est pas une mauvaise nouvelle. Merci beaucoup.